Bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus du journal de la mobilité tech. Nous allons faire un panel des nouveautés du CES 2025, mais aussi du Salon de Bruxelles, parler un peu du nouveau Tesla Model Y, sans oublier bien sûr l'histoire de la semaine. Cette semaine, nous allons aussi partir en reportage pour vous montrer l'envers du décor d'une entreprise qui se transforme. Pas de concept pour cette fois, puisque l'événement de Las Vegas nous en a déjà donné tout un panel. Dans la rubrique Agenda, nous parlerons d'un événement qui va ravir les passionnés de conduite sportive. Comme toujours, si seul l'un de ces sujets vous intéresse, et en particulier ceux attirés par le sujet titre, vous trouverez le chapitrage dans la barre de lecture et dans la description. Bon journal! Cette vidéo est sponsorisée par ACC Shop, le magasin d'accessoires des électromobilistes, mais pas que. Merci à eux d'être partenaires du Choucroute Garage. Nous les retrouverons tout au long de l'année 2025 pour assister à la transformation de leur entreprise. Ceci étant dit, vous êtes bien installés, eh bien, on peut commencer le journal. Décidément, le Consumer Electronics Show évolue d'année en année. Créé en 1967, et oui, c'est pas si jeune que ça, l'événement de Las Vegas a vu nombre d'innovations être présentées au public, au milieu d'une foultitude de choses qui n'ont pas marqué l'histoire. On notera que c'est là que le laserdisc ou le DVD ont été pour la première fois présentés, comme le magnétoscope ou le légendaire jeu Pong. Au niveau automobile, c'est BMW qui a ouvert le bal en 2015, mais c'est un an plus tard que Faraday Future a fait fureur en présentant sa FF91. Depuis, beaucoup de constructeurs se sont engouffrés dans la brèche et cette année a été particulièrement fournie. Si ce sont majoritairement des concept cars qui sont à l'honneur, deux constructeurs viennent cette année pour présenter des versions de quasi-série de leurs concepts passés. Le premier est Afeela. Co-entreprise entre Sony et Honda, la voiture finale ressemble fort au concept car, mais avec un je ne sais quoi de différent. Déjà relativement banal à sa première présentation, la voiture semble avoir déjà vieilli au niveau de son style. Le galet lisse de sa carrosserie est parasité par les capteurs de conduite autonome et autres caméras. À l'intérieur, on retrouve cette impression de futur inachevé. Le volant yoke fait penser au futur, mais avec des boutons du passé. Bref, cette version de série ne fait pas grosse impression niveau design. Mais finalement, c'était pas le but recherché. Elle est surtout conçue pour rendre les voyages agréables et faire autre chose que conduire. D'ailleurs, niveau spécifications techniques, on reste un peu sur notre faim. Les 4 roues motrices sont entraînées par deux moteurs de 180 kW chacun, ce qui est quand même assez conséquent. La batterie de 91 kWh permet une autonomie de 482 km estimée, soit moins qu'une Model 3 de base avec seulement 60 kWh. La recharge se fait via un port NACS permettant l'accès au superchargeur Tesla avec des vitesses de charge plutôt conventionnelles. 150 kW en charge rapide et 11 kW en courant alternatif ne sont pas des valeurs ébouriffantes. Mais encore une fois, ce n'est pas le but de cette auto. Sony, c'est avant tout une entreprise connue pour la qualité de ses produits audiovisuels et pour les contenus qui y sont associés. Avec Afeela, c'est une nouvelle plateforme de diffusion que le japonais veut exploiter en rendant l'expérience inoubliable. La voiture est donc conçue comme un auditorium, une salle de jeu ou un lieu de vie plutôt qu'un moyen de déplacement. La conduite automatique est donc de rigueur, tout comme les écrans à foison. L'abonnement au service Sony est aussi compris, mais seulement pour 3 ans. Sans eux, cette auto n'a pas de sens, et Sony y voit un moyen de générer des revenus permanents grâce aux abonnements. Attention toutefois de ne pas se retrouver dans le même cas qu'Adobe. N'allez pourtant pas croire que l'auto est bon marché. 2 versions sont au programme avec des tarifs allant de 89 900 $ à 102 900 $ en fonction des versions. La plus chère sera disponible en Californie mi-2026, tandis que la version de base attendra un an de plus. Les précommandes sont ouvertes, moyennant 200 $ remboursables en cas d'annulation. Clairement, cette Afeela laisse dubitatif et je doute qu'elle soit un gros succès. Contrairement à celle dont nous allons parler maintenant. On reste chez Honda, qui cette année a décidé de donner corps à ses concepts de l'an dernier. Les Honda Zero sont là, et cette fois, ce ne sont plus de purs concepts. Celle qui change le moins est la Saloon. La ligne générale de l'auto est conservée, tout comme l'arrière très personnel. À l'avant, les optiques sont totalement modifiées, avec notamment des paupières pour les couvrir. Ça ressemble encore un petit peu plus à une Lamborghini.
La bouche béante du prototype laisse place à une surface plane qui permettra d'accueillir une plaque d'immatriculation, tandis que la signature lumineuse se déplace vers le bas. Sans surprise, et c'est dommage du point de vue du look, les grandes portes papillons sont remplacées par des portes à ouverture classiques. L'ouverture motorisée et l'absence de poignée restent pourtant de mise. Les magnifiques jantes du concept sont en revanche reprises sans changement, et ça c'est plutôt un grand bonheur. À l'intérieur, on découvre que le concept originel a été respecté. Vaste écran à l'avant, univers épuré mais avec en plus un volant équipé d'un airbag et des sièges plus conventionnels dans leur exécution. Niveau logiciel, la voiture n'a rien à envier à l'Afila par contre. Le système d'exploitation Asimo OS, nommé d'après le mythique robot de la marque, fait la part belle à l'IA. Un partenariat avec Renesas permet à Honda de disposer de technologies de puces plus puissantes, permettant de simplifier l'architecture en conservant les fonctionnalités, mais aussi en réduisant ainsi la consommation du système informatique. Conçu comme un assistant personnel, Asimo OS apprendra vos habitudes, vos goûts et vos humeurs afin de vous offrir l'expérience la plus adaptée à tous les moments de la vie. La conduite autonome de niveau 3 sera aussi intégrée, permettant de profiter de tout cet écosystème sans pour autant négliger le plaisir de conduite. Pour les voyages, Honda a passé un accord de partage des infrastructures de charge aux États-Unis avec 7 constructeurs, dont Tesla, qui ouvrira les superchargeurs au Honda Zero. Le japonais reste par contre très secret sur les caractéristiques de ces autos, mais on a hâte de voir ce qu'ils nous ont concocté. Au-delà de la saloon, Honda nous a dévoilé une vraie nouveauté. Exit le Space Hub de l'an dernier, bonjour le Zero SUV. Basé sur la même plateforme que la berline, les formes du SUV sont un savant mélange entre conformisme et originalité. Le capot avant fait très conventionnel comme la calandre et qui évoque sans conteste d'autres produits de la marque. L'arrière est par contre un peu étrange mais s'intègre plutôt bien dans l'ensemble. Les jantes sont plus conventionnelles mais n'ont pourtant pas la banalité de trop de productions concurrentes. À l'intérieur, on retrouve l'univers de la saloon, adapté à l'univers d'un véhicule plus haut. Pour les deux modèles, le blanc est de mise, même si je trouve que pour la berline, le noir profond teinté de violet lui allait mieux. Avis personnel. Honda vise une commercialisation de ces nouveaux modèles dès le second semestre 2026, avec semble-t-il la sortie du SUV avant la berline. On a hâte de voir tout ça et de savoir si elles seront commercialisées en Europe. C'est à suivre assurément. Toujours au rayon des voitures proches de la série, un petit constructeur, Aptera, est un peu la vedette challenger de cette édition 2025. On la voit partout sur les réseaux sociaux et c'est une sacrée réussite. La petite start-up avance contre vent et marée depuis sa recréation en 2020 et le bout du tunnel est en vue. Pour ce CES, le constructeur est venu avec 3 modèles à différents stades d'aboutissement. En premier lieu, une maquette d'exposition montrant un éclaté de la coque en carbone et du châssis de l'engin, afin de montrer comment les machines sont construites. Deuxièmement, une version définitive complète, mais statique pour le moment, les tests de mise en route n'ayant pas été faits. Elles sont toutes deux sur le stand. Enfin, la troisième voiture est roulante et emmène faire des tours de manège. Si elle n'est pas complète au niveau de son intérieur ou même de sa carrosserie, puisqu'il manque les caches de roues avant, elle est parfaitement fonctionnelle. Ces panneaux solaires placés sur le capot, le toit, le coffre et le tableau de bord donnent de très bons résultats en parvenant à recharger la batterie entre les essais. Steve Fembro a d'ailleurs déclaré avoir fait 25 miles le jour de l'ouverture et avoir fini la journée avec 1% de plus de batterie par rapport au matin. On peut dire merci au soleil du Nevada. Toujours est-il que la voiture semble recevoir un très bon accueil. Les passants sont certes interloqués par le look particulier de l'Aptera, mais expriment aussi une grande surprise quant à la qualité perçue du modèle. Ajustements et finitions sont unanimement loués, ce qui est de bon augure pour la production de série qui devrait commencer d'ici la fin d'année. Passons maintenant aux présentations plus originales, voire farfelues. La première du genre est celle du Xpeng Land Aircraft Carrier. Si le constructeur chinois est déjà pas mal engagé dans les mondes de la mobilité électrique terrestre et aérienne, c'est cette fois les deux mondes qui sont présents dans ce modèle. Ce minivan à 6 roues au design futuriste s'avère en fait être un pick-up qui emporte dans sa benne un quadrirotor destiné à emporter 2 personnes. Voilà qui résoudrait le problème plutôt insoluble des voitures volantes qui doivent répondre à 2 réglementations très contraignantes mais aussi très différentes. Au-delà du concept qui, à mon avis, n'a que peu d'intérêt pratique pour les gens du commun, l'exécution technique pose aussi pas mal de questions. Entre le déploiement de l'engin volant et les nombreuses parties mobiles au niveau des bras supportant les hélices, la complexité mécanique est importante. Et donc le nombre de pannes possibles aussi. Une telle machine demande un entretien des plus rigoureux et en plus d'être très énergivore, verra sa durabilité mise en question. Bref, un concept sympa à regarder, mais pas des plus réalistes.
Autre présentation sympa et spectaculaire mais qui n'a que peu de sens, la démonstration de Mercedes-Benz faisant faire des 360 degrés à ses classes G électriques. Cette fonctionnalité, un temps teasée par Rivian, puis abandonnée, va bien avec le monstre électrique de Stuttgart. Tout en démesure et en bling-bling qui ne sert à rien. On est dans la même veine pour la BYD Sanyangwang U9 qui saute en vidéo, ce qui n'a pas de sens pratique mais qui fait parler. Il est un autre véhicule qui fait des 360 degrés à Las Vegas, mais ce n'est pas une auto, c'est une caravane. La Pebble Flow est une roulotte, comme disent nos amis québécois, et en plus, elle a plus d'un tour dans son sac. Premièrement, elle est motorisée. Dotée d'une batterie de 45 kWh, elle permet de réduire grandement le problème de surconsommation lorsqu'elle est tirée par une voiture électrique. Son aérodynamique l'aide aussi à présenter une résistance au vent réduite. Les grands panneaux solaires de son toit, s'ils ne peuvent fournir assez d'énergie pour se déplacer, ont par contre le bon goût de rendre les étapes sans souci niveau énergie. Outre ses capacités en roulant, la Pebble peut être aussi parquée de manière autonome, voire s'atteler automatiquement. C'est une véritable caravane high-tech qui en a le look et les prestations. Tout comme le prix. Il faudra débourser 109 500 $ au moins pour en acquérir une, mais avec les options, on peut monter à plus de 175 000 $. Je vous rappelle que les prix américains sont exprimés en hors taxe. Voilà qui n'est pas pour le commun des mortels. Décidément, les véhicules couverts de panneaux solaires ont la cote cette année au CES. Et le moins étonnant n'est pas un Cybertruck qui est entièrement recouvert de panneaux. C'est un short de la chaîne Electric Revolution qui l'a montré, mais je n'ai pas pu savoir qui fait ce produit. Si vous avez une info, vous pouvez le mettre en commentaire. Toujours est-il que pour 10 000 $, vous pouvez faire recouvrir un Cybertruck de panneaux souples autocollants qui rechargeront votre batterie. Avec les consommations du Cybertruck, vous irez quand même pas très loin, je pense. En revanche, pour les personnes qui font des treks off-road, voilà qui permet d'avoir une bonne autonomie énergétique au bivouac. Même si une batterie autonome coûte de 5 à 8 fois moins cher pour faire le même job. Au-delà de ces exemples, le CES était une énorme vitrine technologique pour pas mal de constructeurs, comme les Chinois ou les Européens. On pense en particulier à Zeekr ou BMW. Toutefois, il y avait aussi pas mal de fabricants de robots. Si on voit des robots conventionnels comme des aspirateurs, ce sont des versions humanoïdes qui ont fait le buzz, avec entre autres le robot dansant d'Unitree, une maquette chez RoboSense ou une femme robot chez Realbotics Corp. Reste que le robot le plus emblématique de ces dernières années n'était pas présent, tout comme la marque qui l'arbore, Tesla. Mais rassurez-vous, on en parle très bientôt dans un grand live dédié, pas seulement à Optimus, mais à l'IA en général et à Elon Musk. En parallèle du CES se tient le salon automobile de Bruxelles. On peut y découvrir pas mal de nouveautés jusqu'au 19 janvier prochain, surtout dans le domaine stylistique. Peu de vraies nouveautés, mais quelques idées et designs intéressants. Chez les constructeurs français, on découvre plusieurs nouveaux designs qui sont effectivement intéressants, même s'ils sont basés sur des plateformes vues et revues pour certaines. En premier lieu, la Twingo, déjà présente à Paris, dévoile son intérieur, mais aussi quelques modifications à l'extérieur. Les fanas du modèle originel seront heureux de retrouver la banquette rabattable et coulissante, ainsi que le design des sièges de la première version. Niveau planche de bord, le minimalisme n'est plus de mise puisque l'auto adopte les écrans de ses grandes sœurs, R5 et 4L. Personnellement, je trouve ça plutôt réussi. Rien de neuf par contre du côté de chez Dacia ou Alpine, du moins en officiel, si ce n'est quelques informations qui ont fuité sur la commercialisation de la future A390. Même si cela n'a encore rien d'officiel, le futur crossover sportif ou berline, on ne sait pas trop, de la marque de Dieppe, dévoile quelques éléments qui vont faire saliver les passionnés d'automobile. Premièrement, on a désormais confirmation de la plateforme. Ce sera bien l'Ampere Medium qui sera la base de la voiture. Certes, c'est celle du Scénic, mais pas du tout dans la même définition. Alors que certains recarrossent sans rien changer, les équipes de Renault Group ont prévu de pouvoir adapter chaque configuration au tempérament d'un modèle. Les suspensions sont donc totalement nouvelles, avec une nouvelle épure du train avant, et surtout une partie arrière adaptée à une configuration originale de ses moteurs. L'A390 disposera en effet de 3 moteurs. Un à l'avant, celui du Scénic, et 2 à l'arrière. Renault a fait appel à Magneti Marelli pour réaliser une commande vectorielle des moteurs arrière, afin de rendre la voiture la plus vive possible, tout en étant parfaitement contrôlable. La répartition de la puissance sera de 30% sur l'avant et 70% sur l'arrière, gage d'un comportement joueur qui devrait être plutôt amusant. Cette configuration a aussi l'avantage de permettre de tester dans la vraie vie le train arrière bimoteur en vue de son intégration dans la Renault 5 Turbo 3e.
C'est un beau clin d'œil historique puisque la R5 Turbo originelle intégrait le train arrière de l'Alpine A310 en son temps. Niveau batterie, c'est un pack totalement nouveau et 100% français qui prendra place dans l'auto. Les 90 kWh seront fournis par des cellules de la société grenobloise Vercor. Avec les moteurs construits à Douai et toute la fabrication de la coque répartie entre l'Electricity du nord de la France et l'usine Alpine de Dieppe, comment ne pas pousser un bon gros cocorico? Voilà qui tord le cou aux idées reçues de certains qu'on ne produit plus rien en France. Enfin, dernière nouvelle du groupe Renault, la R5 et son équivalente Alpine A290 ont largement remporté le prix de la voiture de l'année 2025. Le prix européen décerné par les journalistes n'est pourtant pas forcément un signe de succès, comme l'a démontré le Scénic l'an dernier, qui peine à trouver son public. À tort ou à raison. D'ailleurs, je pense que nous le verrons bientôt dans un essai dédié. Ne le manquez pas et abonnez-vous. Du côté de Stellantis, même si le départ de M. Tavares ne se fait pas encore sentir, quelques innovations sont à noter. Chez Citroën, la nouvelle C3 Aircross inaugure une configuration plutôt surprenante. 7 places dans un SUV de petite taille citadin. La forme très anguleuse de l'auto permet en effet de prévoir une troisième rangée de sièges pour des usages occasionnels. Il est juste dommage que cette configuration soit réservée aux modèles à moteur thermique de la gamme. Chez DS, c'est le recarrossage des plateformes STLA Medium qui est présenté sous la forme de la DS numéro 8. Mis à part son design, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, rien de neuf sous le soleil, avec des prestations alléchantes sur le papier, mais qui demandent à être mises à l'épreuve de la route. Les déceptions passées sur les i3008 et i5008 restent dans les esprits et on verra bien ce que donnera cette nouvelle définition. Toujours chez Stellantis, mais pas chez les constructeurs français, nombre de recarrossages sont aussi présents, avec en particulier la Fiat Grande Panda. Si elle est une version italienne de la IC3, elle innove par son port de charge. La prise T2 est placée au bout d'une rallonge en tortillon qui sera bien pratique pour ceux qui ne veulent pas s'encombrer d'un câble. Reste à voir la fiabilité sur le long terme et la réparabilité de l'ensemble le cas échéant. Chez les autres constructeurs, ça bouge aussi, en particulier dans le groupe Volkswagen. C'est Skoda qui prend la vedette avec sa version revisitée de son SUV électrique Enyaq. Fini l'apparence classique et un peu datée, bienvenue au nouveau design bien plus actuel. Comme Dacia, le constructeur d'Europe de l'Est se dépouille un peu de sa peau de constructeur low cost et propose des designs de plus en plus aboutis. Les évolutions intérieures et techniques sont aussi là, mais elles sont plus timides. La dotation en équipement de série s'est enrichie et la nouvelle carrosserie permet d'augmenter un peu l'autonomie grâce à une meilleure aérodynamique. Espérons que cela suffira à faire oublier les tracas de la plateforme MEB, qui est de nouveau au centre d'un scandale. En effet, les données personnelles nominatives et de navigation des autos du groupe Volkswagen ont fuité massivement il y a quelques jours, faute à la carence de sécurité des transferts de données entre la voiture et les serveurs de la marque. Données qui ne sont pas anonymisées. C'est plutôt gênant et on se pose la question si on va pas vers un deuxième Volkswagen Gate. Du côté des Chinois, c'est BYD qui fait le show avec son nouveau modèle Atto 2. Si la chinoise n'est pas totalement une nouveauté, elle pourrait être intéressante d'un point de vue prix, puisqu'elle sera produite en Europe. L'usine de Hongrie permettra de s'affranchir de la lourde taxe d'importation que subit le constructeur. Niveau technique, elle marque un peu le pas, même face à ses concurrentes les moins bien dotées. En effet, la chinoise dispose d'un moteur de 176 chevaux, plus puissant que ses cibles que sont les i208 ou Fiat 600e. Elle emporte pourtant une batterie bien plus petite de 44,9 kWh contre 54 pour les jumelles Stellantis. Cela se ressent dans l'autonomie puisque la chinoise doit se contenter de 314 km contre un peu plus de 400 pour la Peugeot et la Fiat. Attention toutefois de ne pas conclure trop hâtivement. La BYD est dérivée de la Dolphin qui a une version 204 chevaux et 60 kWh qui pourrait bien se retrouver sur l'Atto 2. Et ce, à des prix bien plus avantageux que les européennes. Annoncé à moins de 30 000 € hors remise et bonus éventuels, c'est au moins un écart de 5 à 6 000 € par rapport au modèle Stellantis. Reste à voir l'influence qu'aura son design très basique, voire daté. Les Fiat et Peugeot capitalisent sur leur apparence, et d'autres modèles sont aussi à venir, comme la C3 Aircross. À suivre donc, surtout au niveau du prix et des chiffres de vente. Au final, que ce soit pour le CES ou le Salon de Bruxelles, ça bouge beaucoup dans le monde automobile, et c'est plutôt plaisant. Reste qu'une autre présentation aura fortement éclipsé ces événements le 10 janvier 2025, celle de la Model Y Juniper. Décidément, Tesla souffle le chaud et le froid dans le monde de la voiture électrique. Et c'est plutôt du côté des basses températures qu'il faut placer le nouveau Model Y. La semaine dernière, après une série de photos volées d'un prototype en test, Tesla a rapidement dévoilé la nouvelle version de son SUV best-seller.
Lorsque j'ai vu les photos et vidéos officielles, j'avoue que mon opinion a un peu changé par rapport à mon short au sujet des images volées. L'avant me semble finalement plutôt bien intégré. Et surtout, il rappelle bien le cybercab. Tesla semble prendre cette voie stylistique que je trouve plutôt sympa et personnellement que j'aimerais bien voir sur la Model 3. L'arrière, en revanche, me laisse un peu plus sur ma faim, même si les images officielles du site Tesla donnent une meilleure impression que les photos prises dans la rue. On notera toutefois que cette évolution stylistique a aussi entraîné des changements dans la fabrication. On voit que, par exemple, les tôles extérieures sont faites en 2 parties. Mais ça, on va en reparler quand on fera une revue technique de la voiture. En tout cas, pour les feux arrière, moi j'ai eu l'impression que c'était une version modifiée, un peu singée du Volkswagen Taygo. Et franchement, c'est pas du tout ce que j'aime. Au niveau du design, ce qui ne change par contre pas, c'est l'impression de déjà vu, quel que soit l'angle où on se place. La propension des constructeurs chinois de copier Tesla, mais aussi les Allemands, fait que beaucoup de SUV de l'empire du milieu ont une forte ressemblance avec ce que vient de faire Tesla. Dommage pour l'originalité du parc automobile. Il y a en revanche une petite bizarrerie qu'il faudra confirmer. Les versions chinoises ont un logo sur le capot. Les rendus australiens en sont pourtant dépourvus. Cela pourrait confirmer l'abandon progressif de toute identification de la marque à l'avant de l'auto, comme pour le Cybertruck. À l'intérieur, même s'il y a quelques différences, c'est bien entendu la définition de la Model 3 Highland qui est reprise. Niveau technique, on retrouve aussi les mêmes solutions, avec des suspensions et un moteur arrière modifié. Bref, rien de nouveau sous le soleil, alors que d'autres innovent à tout va. 2 points sont pourtant à mettre en avant au niveau équipement. Premièrement, les sièges arrière sont désormais motorisés et se baissent ou se relèvent électriquement. C'est un détail, mais c'est pratique. Le second point est lui sacrément pratique par contre, puisque Tesla annonce une nouvelle caméra à l'avant, dans le bouclier. Avoir cette caméra changera énormément de choses pour la visibilité du conducteur, mais aussi pour la conduite automatique ou autonome, qui devrait gagner en précision et en réactivité, on espère. Au final, cette nouvelle Model Y est une remise à niveau bienvenue. Elle redonne un coup de neuf à une auto qui vieillissait tout de même, surtout au niveau de son style. Pourtant, on ne peut qu'être un peu déçu de voir Tesla se comporter comme un constructeur traditionnel qui fait évoluer peu à peu ses modèles sans rien changer sur le fond finalement. La nouvelle génération devrait être nettement plus satisfaisante pour les fans de technologie. Mais il faudra encore attendre un peu. Maintenant que nous avons fait un rapide tour des nouveautés les plus marquantes du marché, il est temps d'aller voir une autre nouveauté. Un garage qui ambitionne de réparer les véhicules électriques en Alsace. Mais pas que. Allons chez ACC Shop qui se transforme et devient un véritable réparateur de voitures électriques et hybrides. Alors là, Lionel, on est chez toi. Ouais. On est dans ton atelier. Dans votre atelier. En cours de finition vraiment. Donc, on vient d'installer le pont 4 colonnes. C'est un pont qu'on a acheté d'occasion, mais qui a été révisé, installé par des professionnels. La géométrie qui va être installée début février, donc une géométrie qui nous permettra de faire tous les véhicules, avec ses roues arrière directionnelles également. Là, à cet endroit-là, ça va être la partie voiture électrique. Alors, petite chose particulière pour les ponts pour voitures électriques, c'est que, vous voyez, là-bas, il y a un pont. Et là, il y a une traverse. Et celle-ci, en fait, faut pas qu'elle soit là, faut qu'elle soit en haut. C'est pour faire passer le circuit électrique ou hydraulique. Parce que, sinon, avec un chariot, on passe pas avec une batterie. Le problème, c'est qu'un pont qui n'a pas d'embase, il monte très haut. Hein, donc, il va être à la limite, en fait, parce que ça monte vraiment jusqu'à 4 mètres, je crois. Un truc comme Tu seras même plus haut que les lampes. Là, les lampes, il va falloir peut-être les déplacer. Hein. Il va falloir qu'on les enlève, qu'on les déplace. Et donc là, on a commandé le chariot, on a déjà reçu une tablette, on a déjà reçu une partie de l'outillage spécifique hein, avec les... Voilà. Avec le clic Fisher Price, ça nous bien. Alors en fait, tous ces outils, ils font un peu Fisher Price parce que ils sont isolés. Voilà. Et en plus, c'est une entreprise alsacienne, donc tant qu'à faire. Hein. On va pas leur faire de pub, mais bon, c'est Case Tools. Les poteaux sont là pour faire les consignations, pour protéger les zones de travail, avec les chaînes, les cônes, etc. Globalement, il y a de quoi ici faire de la géométrie, faire de la voiture classique, faire de l'hybride, faire de la réparation. Là-bas, faire de l'accessoirie, monter des pneumatiques avec là-bas au bout la machine. C'est encore un peu le Bronx, mais bon, c'est en cours d'installation. Ouais. Bon, sachant qu'on a signé que le 18 décembre.
Ah ouais, donc c'est allé quand même relativement vite, hein. D'ailleurs, regardez, je vous montre le stock. Bah là, il y a du monde, hein. Là, il y a vraiment, vraiment, vraiment du monde. Bon, si vous voulez des accessoires, c'est pas du dropshipping, hein. Il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Hop. Là, il y en a. Et là-haut, il y en a. Et je vous montre le diag. Là, tu es en train de démarrer la tablette de diagnostic. Elle est éteinte en fait, mais... c'est surtout Nathan qui va s'en occuper. D'accord. Alors, Nathan n'est pas là. Non, il est en formation. Et il est où? Et il est chez Revolt à Nantes. Donc, il a été diplômé déjà hier pour le B2VH, je crois. B2VL. B2VL, ouais. Un des deux. Et là, aujourd'hui, il était en train de démontrer une batterie de Zoé cet après-midi. Donc, Bon. demain, il fait un moteur. Donc, il est super content. Et la formation est vraiment bien. Vraiment, il a appris beaucoup. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir ma vidéo. Il est en train de faire ce que j'ai fait il y a 1 an à peu près. Et donc, là, tu as une tablette avec... Ouais. C'est de la tablette spéciale pour voiture électrique. On a le SOH, on peut même brancher une batterie démontée pour faire les tests, cellule par cellule. Donc, je peux venir avec ma R5 bientôt. Ouais. Et puis, on pourra voir combien elle a de capacité. De quoi s'adapter à peu près tous les véhicules. Ah ouais. On a différents boîtiers. Donc là, c'est le spécial EV, Digital Box. Après, il y a le classique. Et là, on se branche sur la voiture. La tablette reconnaît la voiture. On fait chercher, tac, elle cherche. On a le numéro de châssis, on a le kilométrage. On peut certifier tout ça. Tous les opérationnels, tous les gens qui vont toucher aux voitures seront formés. Oui, et après on fera le stage plus encore de chez Revolt pour vraiment diagnostiquer, aller encore un peu plus loin. De toute façon, là, on est parti pour faire tout ce qui est possible d'être fait au niveau formation pour vraiment devenir les spécialistes dans l'Est. Voilà, c'est le but. Après, on peut pas faire que des formations, il va falloir se confronter au terrain. Je pense, apprendre beaucoup sur place, mais humblement, calmement. Voilà. Je pense qu'au début, on va peut-être facturer, je sais pas, à 3 heures au client et on va c'est 10. Mais voilà, après, c'est pas. C'est le jeu. C'est le jeu. Donc on fait pas l'inverse. Ah oui, c'est ça. Là, on est dans la partie accessoires. Allez hop, je me mets en ultra grand angle pour vous montrer un peu. Donc, c'est finalement le cœur de cible de ce qu'était ACC auparavant. Ouais, donc toujours les accessoires. Alors après, c'est vrai que c'est difficile à montrer. Il y a des trucs, des lames de pare-choc, des tapis. On sait jamais comment les mettre. On en expose un petit peu. En général, les gens viennent, me disent ce qu'ils veulent, et je vais chercher dans le stock et je leur présente ici, quoi. Hein, ça, c'est. Dans le showroom, par contre, il y aura des travaux qui vont être faits. On va le moderniser un petit peu. On va faire un beau mur de jantes. On va changer le sol. On va repeindre un petit peu. Maintenant, là, on vient de rentrer, donc c'était relativement propre quand même. Donc. Et puis, voilà. Comme d'hab, regardez. Il y a du choucroute de garage un peu partout quand même. Donc là, il y a les accessoires qui sont nécessaires pour mousser Nathan. Voilà, donc si vous voulez mousser Nathan, regardez la vidéo, je vous la mets en fiche. Bon, le pauvre, qu'est-ce qu'il a mangé? Ils avaient même des répliques de jantes de Model S dernière génération qui sont très 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 bien faites. Disponibles pour modèle 3, modèle Y. 3YS, la dernière, il faut que je vérifie quand même si... Mais si, il y a moyen. Donc ça, c'est la taille modèle 3. Après, sur le 20 par 9, je crois qu'on le met aussi sur le modèle Y parce que c'est du 9,5 sur le Y. Mais bon, là, on est 9 pouces pour mettre du 255, c'est largement bon. Donc... Oui, large. Et bien sûr, toujours combiné, fileté, réglable. Alors, pour ceux qui ont des anciens modèles Y ou des anciennes modèle 3 peut-être. Ouais. Là, oui, on a déjà monté, je pense, une quarantaine. Là, ce mois-ci, on a 4 ou 5 installations de prévues.
Alors, il y en aura peut-être une prochaine sur Model 3. Là, Lionel est absolument pas au courant. Ah non. J'ai quelqu'un avec qui il faudra qu'on prenne contact parce que j'ai quelqu'un avec qui on va pouvoir faire des tests. Ouais, parce que ça, le problème, c'est que c'est toujours difficile à... Alors bon, on a de la chance, il y a eu quand même pas mal de forums, pas mal de gens qui en parlent, des retours positifs et pas des retours, bon, c'est pas moi qui ai mis, hein, c'est parce que souvent les gens m'appellent et me disent, ah, j'ai vu ça sur un forum, moi, je n'étais pas au courant, mais, et du coup, ils sont assez contents. Bon, là, ça, c'est pas le modèle, ça, c'est un modèle vraiment pour rabaisser, hein. Ça, c'est un Flex Z, et là, il y a la coupelle, il y a le ressort. L'autre modèle qu'on propose, c'est l'Endura Pro Plus. Et celui-là, en fait, ça vient juste remplacer le corps de l'amortisseur d'origine. On garde le ressort, on garde les coupelles, on garde la hauteur d'origine, sauf qu'on a 16 positions de réglage. Ça dégrade pas la tenue de route, mais on a quand même un confort beaucoup plus efficace, un peu semblable à la dernière Model 3 Highland, quoi. Aujourd'hui, ACC se transforme avec Lionel et Nathan. Et vous allez voir plein de nouvelles choses dans les prochains mois. D'ailleurs, je pense qu'il va y avoir, à mon avis, il va y avoir un truc qui va se passer encore avec le choucroute de garage. J'ai aussi commencé à faire des porte-clés choucroute de garage. Donc j'en ai offert quelques-uns d'entre vous les ont déjà vus et parce que ça m'a été demandé et voilà, avec Lionel, Lionel m'a proposé il y a déjà pas mal de temps de pouvoir les commercialiser. On va voir pour le faire passer par ACC. Ce sera plus simple, donc c'est pour ça que ça prend un petit peu plus de temps, mais très prochainement, je pense qu'il y aura quelque chose sur le site et on en reparle. Ouais. Lionel, merci de ce tour. Merci à toi d'être passé nous voir et d'être venu découvrir notre nouvel écrin. C'est vrai que pour l'instant, alors ça a encore un petit goût d'inachevé parce que vous êtes encore en train de vous installer, mais je vous garantis qu'on va voir des choses ici, on va vraiment s'amuser. Je pense que l'année 2025, c'est vraiment l'année du renouveau d'ACC. Maintenant, on est tous dans le coin. Là. Ouais, c'est vrai qu'en plus, vous êtes tous dans le coin, entre Tesla, Carvap, dans la même rue, tous. Si vous êtes au superchargeur à Mulhouse et que vous êtes dans les horaires d'ouverture, n'hésitez pas à venir passer faire un tour. Très bon café. Hein. Excellent d'ailleurs le café, ils ont investi dans une machine à café de la mort. Et voilà, il y a de la jante, il y a de l'accessoire pour l'instant. Et puis bientôt de l'entretien, véhicule hybride, véhicule thermique aussi. Ouais. Pour ce qui est de la géométrie, etc. Et même pour ce qui est des accessoires. Ouais. On a accès à tous les fabricants, tous les fournisseurs pour fournir pour n'importe quelle voiture. Donc, quelqu'un qui a une Tesla et qui a, je sais pas, une voiture passion thermique le week-end, nous, on peut s'occuper des deux. Hein. Vous pouvez faire un devis ponctuel. Nous, on est des passionnés de voitures, donc on aime tout le monde. C'est ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on était chez ACC et on se retrouve très très bientôt pour la suite. Et maintenant, place à la fin du journal. Merci Lionel et à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt, ciao. Ciao. Pour notre sujet histoire, après avoir parlé de camions, je vais m'intéresser à un autre poids lourd électrique de certaines de nos villes, les trolleybus. Inaugurée en 1882 à Berlin, la première ligne de trolleybus étonne en cette fin de 19e siècle. C'est à l'allemand Siemens qu'on doit cette innovation plutôt originale pour l'époque. Ne disposant pas de batterie pour alimenter les moteurs électriques, le véhicule est équipé d'un long câble relié à un chariot, le trolley, qui roule sur un câble chargé d'acheminer l'électricité. Ce système déraille souvent et s'avère peu fiable. Il est rapidement remplacé par une perche qui frotte sur le câble. Le système a changé, mais le nom de trolley perdure jusqu'à nos jours. D'un point de vue technique, le système est simple, fiable et pratique pour tous les déplacements en ville. Les caténaires, c'est ainsi que sont appelés ces câbles dans le monde ferroviaire et par extension dans les trolleybus, alimentent les perches ou pantographes. C'est sensiblement le système utilisé par les trains électriques. Pourtant, les trolleys ont un énorme avantage sur les trains et tramways. Ils n'ont pas besoin de circuler sur des voies équipées de rails. Il ne suffit que de mettre des lignes électriques pour les faire circuler. En revanche, comme dans toute innovation, il faut un certain temps pour équiper les lignes, et certains lieux moins fréquentés ne justifient pas l'investissement. Certains véhicules sont donc équipés de moteurs thermiques d'appoint pour pouvoir circuler dans des zones non équipées.
Ce fut le cas de nombreuses années à Nancy par exemple. Niveau avantage, le trolleybus consomme moins qu'un tram, mais ça ne va pas non plus sans inconvénients. Circulant toujours sur les mêmes voies à fréquence élevée, la dégradation de la route s'en ressent et l'orniérage des voies de trolley demande des réfections plus fréquentes que des voies ferrées. Niveau législation, certains pays adoptent la réglementation des trams pour les trolleys et dispensent les véhicules d'être immatriculés. En France, par contre, tout véhicule circulant sur la route est tenu de l'être. Et cela donne lieu à une bizarrerie pour le tram de Caen. Il s'agit d'un hybride entre tram et trolleybus posé sur pneus. Il circule sur la route, mais il est guidé par un rail central. Du fait qu'il parcourt des rues accessibles au public, il est tenu d'avoir une immatriculation. On le constate, les véhicules électriques sont restés bien présents au travers des âges, mais ce en toute discrétion. Et finalement, c'est un peu ce qu'on attend de la fée électricité. L'agenda de la semaine va probablement ravir les fans de conduite sportive. L'association Talon Pointe Expérience organise en effet un track day le 30 mars 2025 sur le circuit de la Ferté-Gaucher. C'est ouvert à tous les VE, mais si vous êtes adhérent du Tesla Owner Club France, vous pouvez obtenir vos billets à prix réduit sur la billetterie du club. En plus d'un roulage libre tout au long de la journée sur le circuit, vous pourrez avoir recours à un coach gratuit pour vous perfectionner. Je vous laisse le lien des 2 billetteries en description si vous êtes intéressé. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut et un partage m'aide à mieux référencer les vidéos. Merci d'avance. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. La semaine prochaine, on va parler préconditionnement et surtout comment ça marche en dessous. Portez-vous bien.